Bonjour à toutes et à tous, aux passionnés de géopolitique. Bienvenue dans une nouvelle rencontre avec un acteur de la géopolitique. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Pascal Laureau. Alors, le hasard fait bien les choses parce qu'on va le voir, c'est un spécialiste entre autres donc de la Russie. Il a différentes casquettes, président donc euh, d'un think tank qu'il va nous présenter, écrivain et également représentant spécial donc, de la France en Asie centrale. Donc, autant de raisons de l'avoir avec moi. Pascal, bonjour. Peut-être déjà un peu une présentation de l'Institut Choiseul. On parle beaucoup de think tank en ce moment. Quel est l'intérêt d'un think tank et quelle est la vocation de l'Institut Choiseul? Ouais, merci. Merci de m'accueillir, Jean-François. C'est un grand plaisir que de pouvoir échanger durant une petite demi-heure avec toi et avec tous les internautes ou toutes les personnes qui écoutent. L'Institut Choiseul est une structure complètement indépendante qui s'intéresse aux grandes évolutions internationales, bien sûr, mais qui s'intéresse aussi au leadership, d'une certaine manière. Et à travers les différentes actions que l'on a menées au fil du temps, au fil des années, on est assez rapidement devenu ce qu'on appelle un identificateur de talents, un créateur de réseau et surtout animateur de réseau de hauts dirigeants. On anime des communautés finalement, surtout de CEO, de dirigeants économiques en France, mais également en Afrique, mais également en Russie, également en Eurasie. Des communautés qui ont été constituées au fil des années. Ça fait à peu près 10 ans finalement qu'on travaille dans cette problématique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie capacité finalement à pénétrer un petit peu certaines géographies qui sont importantes pour la France et que parfois on méconnaît assez fortement. Alors, on rentre dans un domaine qui est proche également de ma fonction de directeur d'école. Le leadership et le talent, comment tu pourrais les définir? Ouais, la leadership, c'est la capacité finalement à entraîner la communauté qui se situe autour de toi, d'une certaine façon, de faire en sorte que finalement on donne une bonne direction, que cette bonne direction soit suivie et permette d'atteindre les objectifs qui ont été assignés. Avec une approche qui est un petit peu différente de celle qui prévalait avant. On avait jusque-là une approche très verticale, à savoir il y avait le chef et puis les choses descendaient. Aujourd'hui, le leadership doit s'inscrire dans un schéma un peu plus vaste, à savoir, il doit être inclusif, il doit tenir compte des enjeux de responsabilité sociale et environnementale, il doit aussi inclure et tenir compte finalement des diversités qui existent dans la communauté, au sein d'entreprises, au sein d'une structure donnée, etc. Donc le leadership aujourd'hui est beaucoup plus inclusif, mais c'est toujours cette capacité finalement à porter une direction et à faire en sorte que la communauté qui est associée au leader suivent et s'inscrivent dans cette direction. Une question qui nous agite régulièrement, est-ce qu'on peut former au leadership ou est-ce qu'il est naturel? Alors, c'est un peu les deux, parce que le leadership, ça s'apprend d'une certaine manière. Certaines personnes peuvent avoir effectivement du leadership naturellement, mais de toute façon, le leadership est remis en cause continuellement par les réseaux sociaux, par l'évolution de la société, par la remise en cause finalement de toutes les situations établies. Donc, on peut avoir un leadership naturel, mais on doit apprendre à connaître et à développer les outils pour maintenir son leadership lorsqu'on l'a atteint. Donc, finalement, c'est un processus qui s'inscrit durant toute une vie, peut-être de jeunes étudiants, de jeunes professionnels, jusqu'aux pré-retraités d'une certaine manière. Le leadership peut toujours être mis en question en permanence, quand bien même on aurait les atouts naturels du leadership. Alors, on va glisser vers la géopolitique, mais donc comment tu identifies des talents et tu as parlé de leadership. Est-ce qu'il y a des leaderships différents selon les États ou les continents? Alors, chacun est quand même influencé par la géographie dans laquelle il évolue. Il est certain que le leadership tel qu'on pourra le concevoir en Asie centrale est différent de celui qu'on peut avoir dans une démocratie d'Europe occidentale, de la pointe extrême de l'Occident. C'est le reflet de l'histoire, c'est le reflet de la situation qui peut prévaloir ici ou là. C'est le reflet d'une culture aussi qui peut être différente, où le chef, effectivement, est quelqu'un qui a de l'autorité, plus d'autorité qu'un chef ou un leader ne peut avoir en Europe occidentale ou en France. Donc oui, effectivement, le leadership est une notion qui peut être variable en fonction des géographies qui elles-mêmes s'inscrivent dans des dimensions historiques qui peuvent être différenciées. Alors, je le disais, ton actualité récente, c'est la publication de ton dernier ouvrage, La France dans le grand jeu mondial. Pourquoi ce livre et qu'est-ce que tu entends par le grand jeu mondial?
Alors, pourquoi ce livre? Je crois on est dans une période assez charnière aujourd'hui, enfin une période où il y a une actualité relativement forte. Par exemple, en France, des élections présidentielles, donc c'est vrai qu'on va remettre un petit peu les pendules à l'heure, on va repartir peut-être sur de nouvelles bases. Au niveau international, on est dans une période de grande incertitude également. On voit les tensions en mer de Chine, la montée en puissance un peu des conflictualités économiques ou géoéconomiques qui peuvent exister, les problèmes territoriaux qu'on peut avoir en Europe orientale et aux marges de la Russie. Donc il était temps, je pense, en tout cas il était utile et ça a été mon souhait de faire un petit point, un petit bilan, un point d'étape pour voir finalement quelle est la situation du monde aujourd'hui, la situation de la France aussi, dans cet environnement international, sans pour autant s'inscrire dans un cadre idéologique, dans un cadre prédéterminé. Aujourd'hui, on le sait très bien, il y a quand même des approches très, très différenciées en fonction du point du globe où tu te situes et dès lors où tu veux faire une approche géopolitique. Moi, j'ai voulu prendre du recul, m'enlever un petit peu de ce que je suis, de l'environnement où je suis, et avoir une approche assez realpolitique, de manière assez objective, aussi longtemps qu'on puisse envisager effectivement une approche objective. Enfin, une approche très, très inspirée par les règles politiques pour voir un petit peu les rapports de force, la réalité des enjeux de puissance à travers cette grille de lecture de la géopolitique. Donc, comment dire, ôter un peu des contingences politiques ou idéologiques. Est-ce que tu côtoies nos élites? Est-ce qu'elles sont conscientes de cette évolution de ce grand jeu mondial? Alors, tout dépend de quelles élites. À très haut niveau, effectivement, nos dirigeants ont conscience un petit peu de tout ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'en France, en tout cas, à de rares exceptions, mais pas seulement en France, en Europe, aux États-Unis également, on n'a pas une grande culture internationale. On a sans doute des éléments de culture assez forts en matière littéraire, culturelle, etc. Mais comprendre le monde, ça a toujours été quand même assez difficile en France ou en Europe occidentale. On a une approche qui est quand même très eurocentrée, d'une certaine façon, qui occulte un certain nombre de réalités, qui occulte peut-être notre compréhension du fait que les gens peuvent penser différemment de nous, peuvent réfléchir à des modèles de gouvernance différents de ceux que l'on a. Et c'est vrai que l'universalisme européen, français, européen, occidental, il est quand même très, très contesté aujourd'hui. Non pas que ce soit un mauvais universalisme, mais c'est vrai qu'il y a sans doute des décalages en termes de perception en fonction de l'endroit où tu te trouves sur la scène du monde. Alors, on en vient à tous ces changements. Avec, on est en plein dans l'actualité. On ne sait pas dans quel sens ça va évoluer. Euh, parce que il y a toujours toutes les heures des changements. Mais comment on peut expliquer la situation de la Russie et l'attitude de Poutine à l'heure actuelle? Alors, bon, c'est un sujet qui est très sensible parce qu'on est un petit peu dans une logique très, très crispée, avec presque un peu d'hystérie de chacun des deux côtés. Euh, si on se place du point de vue russe, euh, il y a une perception d'encerclement qui est très très forte, qui est réelle. Et c'est vrai que l'OTAN, c'est objectif, hein, c'est purement factuel, n'a cessé de progresser jusqu'aux frontières les plus proches de la Russie. Euh, on trouve ça normal, nous, du point de vue occidental, quand on perçoit l'OTAN comme étant une structure défensive, mais plutôt pacifique. Les Russes ont une perception quand même assez différente. Il y a toujours cette histoire avec l'OTAN, pacte de Varsovie. Mais aujourd'hui, peut-être en raison un peu des faiblesses de la période Helsinki, Gorbatchev et Helsinki, eh bien, on oublie de le dire ou de le rappeler, mais eux le perçoivent, nos amis russes, c'est que l'OTAN est à 2 heures de route de Saint-Pétersbourg aujourd'hui, à travers l'Estonie par exemple. Avec cette Ukraine qui est un condensé entre l'Occident, aussi le monde slavophile, le monde russophone, etc., il y a cette perception d'un encerclement et de voir peut-être basculer dans un camp qui serait hostile à la Russie, une Ukraine qu'il souhaite voir plutôt neutre et indépendante, sans engagement dans un bloc ou dans un autre. Donc il y a beaucoup de crispation à cause de ça. On aurait sans doute pu trouver une solution compatible, un peu, comment dire, indépendante, qui satisfasse un petit peu les différentes options et les différents camps. Bon, là, aujourd'hui, on est clairement dans la conflictualité qui n'est pas encore militaire, hein.
Là, nous sommes mardi 22 février, je le note parce que je ne sais pas quand va sortir un peu cette interview. Peut-être que d'ici là, il y aura une grande évolution ou là, on sera encore dans une phase un petit peu de discussion pour essayer de ramener un petit peu de raison dans ces crispations. Mais on est quand même au bord d'une situation quand même très, très compliquée, très complexe. Je crois que la Russie, à travers les discussions que j'ai pu avoir avec des Russes, part du principe que finalement les Occidentaux parlent, continuent de parler pour gagner du temps, mais continuent toujours à pousser leurs pions toujours plus à l'est. Et ça se fait au détriment finalement de ce que les Russes considèrent être un problème existentialiste en termes de sécurité. Et je pense que cette perception de menace sur leur sécurité, elle est relativement forte. On pense que c'est pas si important que ça, mais pour eux, ça l'est beaucoup, ce qui explique un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est la question que j'allais te poser, parce que je sais que tu parles russe, hein, qui a été l'opinion, enfin, qui a été l'avis de l'opinion publique russe. Est-ce qu'elle est derrière Poutine? Est-ce qu'elle partage tout ça, ou est-ce qu'elle est plutôt inquiète par rapport à son avenir? Alors, la population russe, je dirais, il y a deux choses. Les Russes, ils rejettent la responsabilité de la situation sur les États-Unis, qui, disent-ils ou pensent-ils, sont toujours dans un mouvement très impérialiste qui consiste toujours à pousser. On discute, mais à chaque fois, on prend avantage un peu de la situation. Euh, mais je pense qu'elle serait relativement hostile, en tout cas à travers les discussions que j'ai, à toute agression contre l'Ukraine. Le Russe de base ou le Russe très éduqué n'a pas du tout envie de voir l'armée russe dévaler sur Kiev ou ailleurs. Pour eux, c'est une aberration. Mais résister, en tout cas montrer qu'il y a une vraie crise et une vraie crise de confiance avec l'Occident, oui, ça, je pense qu'ils le partagent tous. Donc c'est un peu ambivalent. Le Russe, à travers, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils ne cherchent pas la guerre. Mais bon, si effectivement les circonstances font, je pense qu'ils seront derrière le président Poutine. De toute façon, tactiquement, pour Poutine, c'est bien joué. Il sait que comment Biden a du mal à décider. Il y a eu Ouais. l'épisode afghan, donc c'est vrai que c'est le bon moment pour taper et jouer le rapport de force, qui est un de ses points forts, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est le seul élément qu'il a à disposition aujourd'hui. L'économie russe n'est pas si négligeable que ça, mais c'est quand même pas une des 5 plus grosses économies qui soit. En revanche, il y a un outil ou un appareil politico-militaire relativement fort, puissant, qui est à l'équilibre ou presque avec les capacités militaires américaines, pas en termes de budget, mais en termes de capacité nucléaire. Donc c'est un acteur dont il faut tenir compte, dont on n'a peut-être pas suffisamment tenu compte en pensant que finalement la Russie n'existait plus, que c'était terminé, qu'on passait à autre chose et que c'était un petit pays qui devait être banalisé. Il y a un problème d'orgueil quand même chez le Russe et chez le dirigeant russe, et il a besoin de reconnaissance, il a besoin qu'on le respecte, il a besoin de montrer finalement, lorsqu'on ne le respecte pas, qu'il a encore des forces, qu'il a du muscle. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en espérant bien sûr qu'on arrive à trouver un consensus qui satisfasse les deux parties pour que les choses se calment. Et puis d'un point de vue financier, la hausse des prix des matières premières ne peut que l'avantager. Oui, alors bon, si effectivement, je ne sais pas quelles sont les sanctions qui vont être décidées, s'il y aura des sanctions modérées, fortes et progressives, mais il est clair que les sanctions affecteront, toucheront l'économie russe, ça me paraît évident, même si l'économie russe a développé une vraie résilience avec les sanctions qui ont découlé de l'annexion de la Crimée en 2014, ben on se rend compte qu'une politique de substitution aux importations a été mise en place, qui fait que maintenant les Russes sont capables de produire ce qu'ils achetaient en Occident jusqu'à présent. Jusqu'où iront les sanctions, ça on verra bien. Ça touchera la Russie, je le disais, mais ça va toucher aussi l'Europe, qui sera sans doute la grande perdante s'il y a des sanctions et si les tensions restent à ce niveau d'importance, parce que un impact sur les prix de l'énergie, bon, bah, ça va forcément rejaillir un petit peu sur le prix de l'énergie en Europe, sur la capacité finalement de nos entreprises à intégrer une hausse rapide et forte de l'énergie, et notamment pour les entreprises électro-intensives. Il y aura aussi des tensions sur les produits agroalimentaires. Je veux dire, la Russie est maintenant devenue, je crois, le premier exportateur de grains au niveau mondial. Euh, voilà, un grand nombre d'éléments qui font que économiquement, ça va être du perdant-perdant. Perdant pour la Russie, mais aussi perdant pour nous, malheureusement. Et du côté de la Chine, quelle est la réaction? Bah, moi, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais ce que j'observe, c'est que la Chine, finalement, laisse faire. Elle est assez satisfaite que, finalement, les États-Unis se focalisent sur la Russie.
Ça leur laisse un peu moins, il y a un peu moins de pression sur eux aujourd'hui. Mais tu le sais très bien, aujourd'hui, la Chine est en train de bâtir un appareil militaire et stratégique de première importance. C'est vraiment l'escalade en termes de capacité de projection de force, en matière de porte-aéronefs, en matière de sous-marins, etc. Les tensions vont croissantes et si demain il y a une vraie crise internationale, ce ne sera pas sur la frontière ukraino-russe ou sur le Donbass. C'est le vrai enjeu existentiel, je dirais d'une certaine manière, ou la vraie crise systémique d'un point de vue stratégique, elle sera dans le Pacifique et sera avec la Chine, en tout cas entre l'Occident, surtout les États-Unis et la Chine. Et c'est dommage que finalement on n'ait pas trouvé un compromis sur ce différend sur le Donbass, sur la Crimée et autres, parce que finalement c'est l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, on aurait pu trouver une solution, on pourrait encore trouver une solution qui permette à la Russie peut-être de penser que finalement l'Occident et l'OTAN n'est pas hostile et peut-être va se calmer dans sa progression à l'Est pour que, in fine, on arrive vraiment à regarder là où il y a la menace, c'est-à-dire ce côté chinois. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, la Russie, si effectivement elle est acculée avec les sanctions, eh bien, va se tourner vers la Chine et la Chine est prête à l'intégrer complètement dans un grand jeu, un nouveau grand jeu. Ce n'est pas ce que souhaite la Russie, parce que la Russie, c'est un rapport de 1 à 10 en termes de capacité économique, quand même, par rapport à la Chine, et elle se sentirait très, très dépendante, mais ça n'a pas d'autre choix. Déjà qu'il y a un certain nombre de complémentarités énergétiques naturelles entre la Russie et la Chine, la Russie fournissant potentiellement encore, enfin, pouvant se fournir encore potentiellement plus d'énergie à la Chine qui est énergivore, ça on le sait. Mais si on arrive à cette situation, effectivement, on aura peut-être un bloc ou une semi-alliance entre la Russie et la Chine. Et là, les enjeux seront encore beaucoup plus importants et ça sera beaucoup plus compliqué d'endiguer la Chine, clairement. Bon, on va continuer un peu le tour d'horizon. Tu es également représentant spécial de la France pour l'Asie centrale, mais on aura l'occasion d'y revenir. Du côté de ces républiques, là aussi, comment vivent-elles cet épisode ukrainien? Est-ce qu'il y a une Ouais. inquiétude de revivre une situation du passé ou au contraire, est-ce qu'elles vont tout faire pour s'émanciper encore un petit peu plus de la tutelle moscovite? Allez. Alors, petite parenthèse, je parle en tant qu'Institut Choiseul, pas en tant que de la fonction qui est la mienne, qui est une fonction pro bono, mais qui m'amène à parler au nom de la France quand je visite l'Asie centrale. Je pense déjà l'Asie centrale, qu'est-ce que c'est? Nous, notre perception, c'est que c'est finalement un bout du monde. Mais ce n'est pas un bout du monde, c'est un cœur du monde qui, par définition, la politique de sa géographie, entouré au nord par la Russie, à l'est avec la Chine, au sud le sous-continent indien et le golfe arabo-persique à quelques heures d'avion. Donc c'est vraiment un continent, c'est un sous-continent complètement enclavé certes, mais qui compte sur la scène internationale, d'autant qu'il est doté de ressources minières assez stratégiques, assez importantes. Le Kazakhstan est le premier producteur d'uranium. Ils ont 3 à 5% des réserves pétrolières et gazières mondiales. Le Turkménistan est un gros gazier, hein, frontalier au nord de l'Iran. Et puis c'est par là que passent les routes chinoises de la soie. Donc l'adjonction entre la Chine et la presqu'île de l'Eurasie, à savoir l'Europe occidentale, passe par ce corridor ouzbek, kirghize et kazakhstanais. Donc une place centrale sur l'échiquier que nous, on ne connaît pas pour des raisons historiques, parce qu'on était plus tourné vers l'Afrique, donc dans une logique nord-sud, mais pas est-ouest. Ceci étant dit, comment dire, est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ce qui se passe en Ukraine? Dès lors où effectivement il y a des tensions dans ce qui était quand même un ancien empire, un empire tsariste puis soviétique, oui, parce que tout le monde se connaît. On a l'impression que, vu de Paris ou vu d'Occident, que les frontières sont très claires, mais quand on va au Kazakhstan, par exemple, vous avez des populations d'origine polonaise, allemande, coréenne, ukrainienne, balte, russe, bien sûr, biélorusse, etc. Et les gens ne voient pas de différence entre eux, d'une certaine façon. Donc, tout le monde a des relations avec des gens qui vivent en Ukraine, des gens qui vivent dans le Donbass, qui vivent en Russie et autres. Donc, ce qui se passe là-bas, ça les interpelle. Il faut bien comprendre un peu cet espace où les peuples se sont mélangés et se connaissent tous les uns les autres, au-delà des frontières qui sont nées le 1er janvier 1992, lors de la dislocation et l'effondrement de l'Union soviétique. Nous, on a l'habitude des frontières. D'ailleurs, c'est un concept français, l'État-nation, hein, bien enraciné derrière ces frontières. Là-bas, c'était quand même autre chose. Donc déjà une différence de perception. Mais au-delà de tout ça, bien sûr, ça les inquiète. Deuxième chose, la Russie est présente en Asie centrale, il ne faut quand même pas se le cacher. On a le Kazakhstan
qui a une population de 19 millions d'habitants, mais sur les 19 millions, vous avez 20 à 25% de la population qui est ethniquement russe, et notamment dans la partie nord. Et au quotidien, ça se passe très bien entre les uns et les autres. Ils ont tous le passeport kazakhstanais, mais tout le monde s'entend plus ou moins bien. Il n'y a pas des tiraillements que l'on peut trouver dans d'autres pays. Le Kazakhstan, le Kyrgyzstan font partie de l'Union économique eurasiatique, donc ce grand marché commun qui unit l'Arménie, la Russie, la Biélorussie et ces républiques d'Asie centrale, avec l'Ouzbékistan qui pourrait rejoindre aussi progressivement cet ensemble. Donc ils sont quand même tournés un peu plus vers la Russie que vers l'Occident, même si à travers des politiques dites multivectorielles, ils ont toujours, enfin depuis longtemps, ils cherchent à diversifier leurs relations avec l'Europe, avec les États-Unis, avec la Chine, économiquement, politiquement. Et d'ailleurs, économiquement, la France est très très présente en Asie centrale. On ne s'en rend pas compte, mais nos entreprises, surtout les grandes entreprises, mais pas seulement, ont ont remporté un grand nombre de contrats au Kazakhstan. Depuis 2-3 ans, depuis l'ouverture du président Mirziyoyev en Ouzbékistan, on remporte contrat sur contrat. Donc voilà, il y a des enjeux économiques qui nous interpellent et qui sont importants pour nous, dans une zone qui fut une partie de l'Union soviétique, qui est encore tournée pour partie vers la Russie et qui, bien sûr, regarde de très près tout ce qui peut se passer là-bas, avec le sentiment quand même que ça ne peut pas se dérouler de la même façon parce qu'on n'a même pas les mêmes problématiques ethno-linguistiques comme entre l'Ukraine et la Russie, et en termes de frontières non plus. C'est ce qui peut aussi expliquer la rapidité d'intervention de l'armée russe lors des événements, enfin l'insurrection au Kazakhstan les semaines passées. Oui, oui, en partie. Bon, d'autant qu'ils font partie d'une même organisation de sécurité collective, qui bien sûr est dominée par la Russie. Et le président Tokayev a appelé les pays membres finalement à apporter une assistance à l'occasion de ces émeutes de début d'année. Ah, On voilà. va continuer à reprendre l'avion et on arrive en Afrique. Ouais. La Russie a à nouveau une politique agressive en Afrique. Quel est l'objectif derrière? Alors, je pense que la Russie est très opportuniste d'une certaine manière. Effectivement, elle a sa société militaire privée, comme les Américains ont aussi Blackwater, hein, et d'autres qui ont opéré en Irak, en Syrie ou ailleurs, au Kurdistan ou ailleurs. Et je pense que les Russes, alors il y a deux choses. C'est effectivement Wagner est quand même très lié, bien sûr, aux élites politiques russes, mais peut avoir aussi parfois des attitudes assez opportunistes et complètement s'inscrivant dans un cadre privé, une société militaire privée. Mais les Russes, globalement, sont très opportunistes. Effectivement, il y a eu des opportunités en Centrafrique, des opportunités en Libye. Aujourd'hui, les militaires au pouvoir au Mali, suite à un coup d'État, ont appelé les Russes à venir finalement consolider un petit peu leur régime. Ils ont répondu de manière très opportuniste. Il se trouve que ça se situe effectivement dans ce que l'on peut considérer encore comme un précaré de la France, d'une certaine façon. Donc ça crée effectivement de la tension. Au-delà de tout ça, la Russie, que l'on peut critiquer là-dessus, elle joue son jeu de puissance où elle a des intérêts, où elle trouve de nouveaux intérêts à défendre. C'est à nous, Français, finalement, d'y apporter des réponses crédibles et fortes. On va voir un peu ce qui va se passer de ce point de vue-là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de dirigeants africains ont été formés en Russie Bien à sûr. l'époque soviétique, et donc ça a créé des liens. Oui, mais je rappelle, par exemple, au Mali, le Mali avait des accords, depuis plusieurs années, des accords militaires avec la Russie. Donc, il y a toujours eu quelques militaires russes, non pas combattants, mais pour l'entretien des hélicoptères et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une assistance militaire. Bon, là, c'est un niveau supérieur, effectivement, c'est Wagner, mais une grande partie de l'élite militaire au pouvoir aujourd'hui, comme tu le dis très bien au Mali, a été formée dans des académies militaires russes. Donc, il y a une proximité et il y a presque un réflexe, on va dire, à se tourner vers ceux avec lesquels ils ont partagé une partie de leur éducation militaire. On va continuer dans le livre avec un autre sujet, mais là qui concerne directement les entreprises, l'extraterritorialité américaine. Donc, c'est un coup tordu des Américains dans la guerre économique. Alors, c'est pas un coup tordu, finalement, c'est le sentiment que les Américains peuvent agir en toute impunité, le sentiment
qu'ont les Américains, qu'ils peuvent agir en toute impunité sur la scène internationale, notamment dans le cadre un petit peu de l'Europe, parce que bon, l'Europe, c'est quand même une partie ou un appendice finalement de l'impérium américain, hein, au sens étymologique du terme, et le sentiment que les Européens, d'une certaine manière, dès lors où les Américains mettent un certain nombre de barrières à certaines actions sur la scène internationale, se doivent de suivre un petit peu les consignes américaines. C'est vrai qu'il y a toujours eu des velléités européennes de définir quels sont nous-mêmes nos intérêts, nos propres intérêts stratégiques, de définir nos politiques en conséquence, mais parfois, effectivement, la perception que l'on a de ce que sont nos intérêts stratégiques et ce que les Américains considèrent être leurs intérêts stratégiques peuvent arriver en conflit. Et c'est là, effectivement, où les Américains, eh bien, à travers un certain nombre de lois, c'était les lois Helms-Burton, D'Amato, et puis qui ont été suivies par beaucoup d'autres, se sont dit, bah, notre droit américain doit s'appliquer au niveau international et les différentes entités économiques qui utilisent le dollar se doivent de se conformer finalement à ce que nous décidons. Alors, coup tordu, non, c'est une pratique de guerre économique d'une certaine manière qui n'est pas du tout fair, comme disent les Anglais, c'est plutôt unfair, donc c'est tout à fait déséquilibré, c'est quasi hostile et autres. Ce que l'on constate, c'est que les Européens n'ont pas réussi à trouver la parade. Il y a eu des tentatives de mettre en place un certain nombre de dispositifs de semi-compensation, etc., pour pouvoir, finalement, dès lors où le droit français, européen, international nous autorise nos entreprises à aller en Iran, d'y aller, sans pour autant devoir se retirer à cause de ces sanctions américaines, ou ailleurs, hein, l'Iran ou ailleurs, parce que les sanctions s'appliquent à plusieurs pays. Bon, force est de constater qu'on n'a pas été capable de définir un cadre réglementaire protecteur pour nos entreprises et que l'extraterritorialité du droit américain est très fort aujourd'hui, contraint les entreprises européennes ou canadiennes ou autres à se conformer à ce que souhaite l'administration américaine. Et ça, c'est un grand malheur parce qu'on se rend compte que cette volonté, on va dire, d'autonomie stratégique dont on parle en permanence, elle est quasiment impossible dès lors où ce droit américain considère devoir s'imposer aussi aux entreprises qui ne sont non américaines, quand bien même elles respecteraient le droit et les lois de leur pays d'origine et le droit européen et le droit international. Et est-ce qu'on risque pas d'avoir également une sorte d'extraterritorialité chinoise? Alors, oui, mais je ne sais pas. J'y crois pas trop, en tout cas pas aujourd'hui, pas à horizon de 10 ans. Parce que de toute façon, on n'utilise pas le renminbi, le yuan, on n'utilise pas la monnaie chinoise pour nos transactions internationales. Les Russes commencent à le faire d'une certaine façon, à mesure que les sanctions se sont renforcées sur l'utilisation du dollar. Mais nous, aujourd'hui, soit on est de plus en plus en euros pour notre commerce international et nos investissements, mais avec toujours une fraction importante, parfois et souvent même majoritaire, de dollars au niveau international. Donc c'est ça notre faiblesse. Le jour où effectivement on arrivera à imposer la facturation du baril de pétrole en euros, un certain nombre d'opérations internationales systématiquement en euros dans les deux sens, la capacité des Américains à imposer leur loi extraterritoriale à nos entreprises françaises et européennes sera beaucoup moins importante, elle sera amoindrie. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là parce que le dollar a encore une unité de facturation assez importante. C'est à nous de faire en sorte que l'euro devienne la monnaie de référence internationale. C'est une question de volonté politique, mais il est clair qu'il y a beaucoup de pression côté Amérique, côté États-Unis, pour que finalement le dollar reste la monnaie roi, y compris en Europe. Alors, on en vient à une autre de tes casquettes qui a été évoquée à différentes reprises. Donc, envoyé spécial donc, de la France en Asie centrale. Alors, c'est une région que tu connais bien. Tu as été également commissaire à l'exposition universelle d'Astana. Il me semble qu'à l'époque, quand on s'était rencontrés, tu allais t'installer pour quelques mois à Astana. Tu le dis très souvent, c'est une région méconnue des Français. Tu l'as déjà évoqué en disant les entreprises françaises sont présentes, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait un peu plus de connaissance de cette région et pour que les flux commerciaux soient encore plus importants? C'est une question qui est assez complexe, une question même à tiroir d'une certaine façon. Je pense déjà deux mots sur l'Asie centrale. L'Asie centrale, comme je le disais, c'est un cœur de monde, qui a la politique de sa géographie, encastré finalement entre de grands empires, passés, présents et peut-être futurs.
C'est à peu près 70 millions d'habitants, 2 pôles principaux, le Kazakhstan qui est ultra riche, mais très peu peuplé, 9e pays le plus grand au monde de par la superficie, hein. Quand on va par exemple la pointe extrême ouest à la pointe extrême est du Kazakhstan, c'est comme si on faisait un vol de Strasbourg jusqu'à la pointe occidentale du Kazakhstan. Donc c'est gigantesque. C'est plus de 4500 km de frontière par exemple avec la Russie. Donc des dimensions qu'on ne comprend pas, nous, en Europe, hein, d'une certaine manière, parce que c'est pas, nous, on est dans des petits réduits. Mais une très faible population. Un peu plus au sud, on a un Ouzbékistan qui est plus petit, mais qui est un pays de 35 millions d'habitants, qui avait une tradition industrielle relativement forte du temps de l'Union soviétique. On y faisait des voitures, on y faisait de l'armement, on y faisait beaucoup de choses, et qui est en train de finalement redevenir une géographie très, très attractive pour les investissements internationaux. Donc aujourd'hui, il y a une vraie base économique avec un niveau de vie inférieur à ce qui prévaut en Russie, ce qui prévaut un petit peu dans l'environnement, avec une main-d'œuvre qualifiée, parce que c'était l'Union soviétique, donc les sciences de l'ingénieur, ça comptait, la maîtrise de la technologie, ça comptait. Donc il y a une vraie base industrielle potentielle qui est relativement forte et qui se trouve à côté d'un grand nombre de marchés. Ce qu'il faut faire pour répondre plus précisément à ta question, bah, c'est continuer à aller sur place, de rencontrer, d'échanger, peut-être aussi développer des échanges universitaires qui sont embryonnaires, qui ne sont pas très, très importants, alors même qu'il y a une population très, très jeune qui s'ouvre sur le monde, qui apprend l'anglais, qui apprend le français, qui apprend les langues étrangères, qui de plus en plus va se former un petit peu au niveau international. Moi, j'ai le sentiment que côté européen et notamment côté français, on est très, très modeste, on est très faible en termes de capacité de formation à offrir à cette jeunesse d'Asie centrale. Si on y arrive, ça sera déjà une belle performance. La France, quand même, parmi les pays européens, est sans doute la nation qui est, j'ose dire, la plus présente en Asie centrale. C'est le premier pays qui a signé un partenariat stratégique, ça fait 25 ans, avec notamment le Kazakhstan, au lendemain de l'indépendance ou des indépendances des 5 pays de cette région. Il y a une demande de France, ça c'est clair, mais les Français, malheureusement, sont souvent très, très frileux. Ça, c'est le premier point. Souvent aussi, nous avons, enfin, on a de grandes entreprises, on a de très petites entreprises qui n'ont pas les moyens véritables d'aller à l'étranger. Il nous manque ces grosses ETI familiales ou non familiales où le décideur est capable de miser et de prendre des risques pour aller explorer de nouveaux marchés. Ça nous manque. Beaucoup d'Allemands sont sur, beaucoup de grosses ETI allemandes sont là, beaucoup de grosses ETI italiennes sont là. On n'a pas d'ETI française ou très peu. Donc la présence française est surtout incarnée par des grands groupes. Et je pense que c'est bien qu'on ait des grands groupes pour commencer, mais il faut qu'ensuite, de manière un peu groupée, finalement, on arrive à attirer des entreprises de taille intermédiaire qui ont des savoir-faire, qui ont des offres à produire. Sauf qu'en France, malheureusement, je trouve qu'elles font défaut, beaucoup plus que ce n'est le cas chez nos deux grands partenaires économiques principaux, en tout cas, que sont l'Allemagne et l'Italie. Donc voilà, éducation et puis faire en sorte peut-être que les grandes entreprises identifient des entreprises plus modestes et les emmènent avec elles pour essayer de conquérir, enfin découvrir et ensuite conquérir ces marchés. En quoi consiste cette fonction d'envoyé spécial? C'est de faire l'intermédiaire et de faciliter les relations entre les entreprises, entre les États. Enfin, alors, c'est surtout, déjà, c'est une fonction pro bono, hein, donc c'est du bénévolat, hein, c'est du temps que je donne, et avec grand plaisir, parce que je pense qu'il faut être patriote, il faut promouvoir un peu son pays au-delà de ses frontières lorsqu'on le peut. Et surtout, je suis l'intermédiaire finalement entre l'économie française et les gouvernements locaux. C'est-à-dire que je me saisis un petit peu des ambitions de nos entreprises, j'essaie de comprendre les problèmes qu'elles peuvent avoir ou les ambitions qu'elles portent. Et de concert avec elles, eh bien, je vais essayer de promouvoir un petit peu ces enjeux économiques auprès des gouvernements des 5 pays que je couvre, hein, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, au plus haut niveau, gouvernemental, Premier ministre, président. Et j'y vais de manière assez régulière. Donc, ça fait 3 ans que j'ai été nommé par le président Macron, c'était en avril 2019. J'y vais tous les 2 mois. Donc, ce qui permet d'avoir des procédure de revoyure. Lorsqu'on y va une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on a des grands entretiens, on discute, et puis finalement, après, les choses passent. Quand vous y retournez de manière récurrente, avec une périodicité, on va dire 3 ou 4 fois par an,
à minima, et bien là, effectivement, on voit les tas d'avancement et nos interlocuteurs, qui sont des amis de la France, eh bien, se sentent aussi obligés d'apporter des réponses aux questions que l'on se pose et qu'on leur pose. Et ça permet de faire progresser un petit peu les choses et de voir si, lorsqu'une entreprise a souhaité se positionner sur tel marché, eh bien, les choses avancent dans la bonne direction ou pas. Si ce n'est pas le cas, d'essayer de rectifier le tir. Lorsqu'une entreprise est confrontée à une difficulté, eh bien, on y sensibilise les autorités. Lorsqu'on la revoit 3 mois après, on voit si elles ont apporté une réponse et sinon on leur demande pourquoi, et ainsi de suite. Dans les deux sens, bien sûr, parce que tout ça, c'est bienveillant, c'est très positif, ça se passe dans un climat très, très bienveillant, hein, comme je disais, mais ça permet de faire bouger les lignes. Est-ce que ça fait bouger les lignes de manière fondamentale? Ça, c'est une autre question. Mais jusqu'à présent, on a réussi quand même à un certain nombre d'avancées, à faire en sorte que les partenariats entre nos entreprises et les différents pays se renforcent, voire s'accélèrent. Et je dois dire que actuellement, par exemple, au Kazakhstan, la France compte parmi les 3 pays les plus importants en termes d'investissements internationaux. Au Kazakhstan, en Ouzbékistan, pour prendre ce deuxième pays, maintenant, on est sans doute parmi les entreprises on passe d'avoir le plus grand nombre de contrats parmi les pays européens. Au Tadjikistan, on a également des intérêts. J'étais récemment au Kyrgyzstan, on est en train de pousser quelques entreprises françaises sur des projets bien particuliers. Donc voilà, les choses bougent. Ça demande du temps, mais surtout, ça demande de la confiance. Nos interlocuteurs centra-asiatiques sont pas dans la précipitation comme on peut l'être, nous, en Europe occidentale, où on veut que les choses aillent très, très, très vite. Ils veulent que ça aille très vite, et chez eux, ça bouge énormément et très vite, mais ils veulent le faire en confiance. Donc la relation personnelle qu'on peut instaurer avec eux et créer avec eux, elle est vraiment déterminante, parce que dès lors où la confiance se crée, on se parle de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte, et c'est là où on peut effectivement faire en sorte qu'ils comprennent un peu nos préoccupations et qu'ils y apportent des réponses positives en faveur et au bénéfice de nos entreprises. C'est une méthode, je pense qu'elle est bonne, et elle mériterait d'être généralisée à un grand nombre de zones géographiques où la France a des intérêts économiques et pourrait en avoir des bien plus importants si effectivement on avait ce genre de dispositif qui soit généralisé. C'est un symbole fort de la diplomatie économique. On arrive au terme de l'entretien, et comme tu l'as expliqué, le rituel, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui me la pose. Donc, quelle est la question que tu aurais aimé me poser? Alors, une petite question. Donc, l'école que tu diriges a une grande vocation internationale. Elle se positionne sur les problématiques internationales. Elle cherche à attirer des étudiants étrangers également à travers les formations, qu'elles soient en français ou en anglais, peut-être en chinois demain, je ne sais pas. Ça serait à toi de nous dire. Aujourd'hui, il y a une grande réunion, ces jours-ci en tout cas, là, nous sommes le mardi 22, mais donc toute cette semaine, on parle beaucoup d'Indo-Pacifique. Donc, toi, je m'intéresse à une géographie différente. On a eu des déconvenues en Indo-Pacifique, on l'a vu avec les contrats des sous-marins australiens, mais la France préside actuellement donc l'Union européenne, et il y a cette grande réunion qui réunit les 27 et des chefs d'État et de gouvernement de la zone Indo-Pacifique, hormis la Chine. Comment ton école se positionne par rapport à l'Indo-Pacifique? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que vous avez une ambition dans cette région, que ce soit en termes d'attractivité des étudiants ou en termes de partenariat finalement avec peut-être des universités ou des écoles australiennes, c'est peut-être déjà le cas, ou d'autres? Alors, on a déjà beaucoup de partenariats avec des écoles de la zone, après avec des effets de mode des étudiants chaque année qui vont plutôt privilégier un pays plutôt qu'un autre. Et pendant très longtemps, l'Australie a été une destination, j'allais dire, très sexy et très demandée par les étudiants, un peu moins maintenant, en faisant abstraction du Covid. La Chine a toujours attiré, mais bon, en ce moment, la Chine est fermée. Paradoxalement, l'un des plus compliqués à expliquer à nos étudiants. Mais si je prends un peu de recul, on a, nous, on va dire, une triple obligation internationale. La première, c'est faire en sorte que nos étudiants aient une culture internationale et soient confrontés à des gens de nationalités différentes. C'est un peu ce qu'on fait par de la mobilité, par de l'accueil d'étudiants étrangers qui vont venir dans les classes. Alors, pas forcément que des étudiants, mais ça peut être également des profs, pour travailler sur des contenus spécifiques. Hein, et de dire,
Il faut qu'une étude de cas d'une entreprise, on va sortir de la zone, mais du Kazakhstan, c'est pas une entreprise française au Kazakhstan, c'est une entreprise kazakh vue par un Kazakh ou par quelqu'un d'une autre nationalité autour, mais pour qu'on ait ces éléments. Ça, c'est important. La deuxième mission, elle est pour nous un chiffre d'affaires international important et donc d'avoir encore plus d'étudiants ou de programmes qui attirent les étudiants en diversifiant les risques. Et la troisième mission que nous avons, ou troisième obligation plutôt, elle est de fournir aux entreprises françaises des collaborateurs qui connaissent la zone, donc souvent des autochtones, mais qui ont été formés avec des programmes de qualité, puisque dans cette zone, on a malheureusement, enfin, autant mieux pour nous plutôt, des systèmes dans lesquels l'éducation n'est pas forcément de qualité. Et donc qui peuvent inquiéter les entreprises. Donc voilà un peu nous quelle est notre réflexion. Elle est donc d'être là, de préparer nos étudiants. Alors l'Indo-Pacifique, oui, c'est une nouvelle zone et je pense qu'il va falloir qu'on s'y penche dessus. Une autre zone que tu as évoquée, qui est l'Asie centrale et les routes de la soie. Et je pense que un étudiant qui aurait fait un stage dans une entreprise liée aux routes d'un projet des routes de la soie aura un avantage concurrentiel indéniable et aidera donc son entreprise. Et donc, voilà, il faut qu'on bâtisse tous ces modèles, tu l'as dit, ça prend du temps. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Il y a ensuite des systèmes de qualité, il y a des mécanismes aussi qui doivent se mettre en place. Très bien, merci de cette réponse, Jean-François. Merci beaucoup en tout cas, et puis on va continuer à suivre l'actualité russe en espérant que la situation ne dégénère pas trop. Merci beaucoup Pascal, peut-être un autre ouvrage en cours de rédaction? Voilà, oui, en plus, oui, je m'intéresse beaucoup aux questions des routes de la soie. D'accord. Et je suis en train de préparer l'ébauche d'un ouvrage de ce type, sur cette thématique. Ok, ça fera l'occasion de continuer l'échange. Merci beaucoup et merci puis à à très toi. bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.